Bonjour Caïs, comment ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, super, merci. Du coup, aujourd'hui on se retrouve avec toi. Yes, c'est un Euh, plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, merci à toi, merci pour ton temps. Parce que Je t'en prie. on va en parler, mais du coup tu as un très gros agenda. Yes. Merci du temps que tu nous accordes. Ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui on passe un petit peu en review ton parcours. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie et tout ce qui s'ensuit. Ça te va? Yes, parfait. Magnifique. Du coup, on va commencer par ton parcours professionnel Mhm. et personnel. Ok, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, alors moi je suis donc Kay Sakraoui, fondateur associé du cabinet IRA Global Conseil. On est ouvert aujourd'hui donc depuis 2 ans. Voilà, au préalable on était dans un cabinet fiscal aussi avec mon associé Monsieur Pellet, également durant 2 ans. On a fait au préalable encore avant un autre cabinet fiscal, donc au total donc j'ai 7 ans d'expérience dans la partie fiscale en tant que courtier. Tu as quel âge actuellement? 29. Célibataire, marié? Non, marié avec 4 enfants. Marié, 4 enfants, Yes, marié avec félicitations. 4 enfants. Et c'est du boulot, hein. C'est du boulot. C'est un travail à temps plein aussi, j'imagine. C'est un double travail à temps plein. La journée puis le soir. Top. Quel est ton rôle aujourd'hui dans l'entreprise? Alors, mon rôle aujourd'hui, donc, c'est d'accompagner tous les dossiers fiscaux, premièrement. C'est-à-dire, c'est d'accompagner donc tout ce qui est lié au suivi. On a la partie résidente et la partie frontalière. Donc, je check en interne tous les dossiers. C'est aussi de développer toute la partie clientèle à travers le lead, voilà, et également donc tout ce qui est lié à la partie digitale, grosso modo. Est-ce que tu fais office aussi de directeur, de manager par rapport aux conseillers qu'on a pu voir Oui, intégralement, tout à fait. Ça, ce donc, sont les tâches naturelles d'un fondateur. comment est-ce que tu es arrivé dans le domaine de l'assurance? Alors ça, c'est une très bonne question du coup pour le coup. Alors c'est vrai que j'étais donc à la base dans l'import-export, voilà en Asie, principalement à Hong Kong et Singapour. Et suite à ça, donc je travaillais pour une société suisse qui s'appelait Prodata Group. Avec qui ça se passait très bien. Voilà, j'avais jamais fait de vente de matériel au préalable, mais c'était quelque chose de très sympa. Ils ont décidé de me rapatrier en Suisse, donc au siège, et par la suite, j'ai fait 6 mois. C'était très bien, hein, niveau expérience. J'ai appris de personnes très enrichissantes, mais à chaque expérience, il faut toujours se renouveler. Donc j'ai décidé de m'orienter par la suite vers le domaine de la fiscalité et de l'assurance. Est-ce que c'était un choix de carrière ou une opportunité qui t'a poussé à arriver dans ce métier? Non, plus une opportunité. Pas forcément un choix de carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors si c'était un choix de carrière aujourd'hui, je serais avocat. Voilà, une opportunité, c'est-à-dire que ça m'a permis de découvrir un domaine dont j'étais pas confiant au début, pour être honnête. Voilà, même mon entourage me disait oui, c'est délicat, c'est un nouveau domaine, tu vas pas forcément durer là-dedans. Et suite à ça, donc 3 mois, 6 mois, un an. Aujourd'hui, c'est quasiment 7 ans et j'en suis très heureux et ma famille aussi. Ok, donc tu disais c'est une opportunité qui t'a mené Tout à fait. à ce job. Comment ça s'est passé? Alors, en toute transparence, la première fois que j'ai dû postuler dans ce domaine, donc j'ai contacté une société, voilà, qui était basée donc à Carouge. Je me suis fait passer pour l'un des responsables d'une société concurrente et je leur ai dit voilà, je suis votre homme et je veux travailler pour vous, tout simplement. Au culot, du coup. Au culot, exactement. Et on m'avait entendu que du bien et par la suite, donc j'ai été intégré à cette société qui se reconnaîtra forcément. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier au départ? Le contact client, c'est vraiment le contact client et aussi à travers la fiscalité, l'aide qu'on peut apporter à chacun. On se rend pas compte aujourd'hui, mais sur la partie fiscale, on fait beaucoup d'heureux. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de clients qui n'ont pas d'informations, qui ne savent pas forcément faire leur déclaration. Et c'est là où nous, on va intervenir justement pour qu'ils puissent avoir de la récupération et être satisfaits. Est-ce qu'un jour tu t'imaginais créer ta propre société? Non, Est-ce que tu as pas déjà pensé et rêvé? c'était un rêve. Pour être honnête, c'était un rêve. J'avais pour objectif de le faire, peu importe le domaine. Mais toute honnêteté, ça s'est fait instinctivement. Et un jour tu as eu le déclic et tu t'es dit Un jour, on a eu le déclic avec mon associé. On s'est regardé, on s'est dit tout simplement qu'on pouvait faire les choses différemment. On s'est essayé avant toute chose, c'est-à-dire qu'on a fait 2 ans dans une structure qui était basée donc à Nyon. On s'est essayé durant ces 2 ans. On a pratiqué, on a géré des équipes, on a aussi traité énormément de dossiers clients. Voilà, ça a été le record de dossiers clients durant ces 2 ans. Et on s'est dit à un moment donné, là, on est capable de le faire. en 2-3 mots, si tu devais nous résumer tes premiers mois, tes premières expériences dans le métier d'assureur. Très dur. Pour être honnête, très très dur. C'est un métier qui est très dur. Et puis on n'a pas de vie. C'est-à-dire que les clients nous appellent, comme je le disais tout à l'heure justement, alors à pas d'heure, du lundi jusqu'au dimanche. Non, c'est Donc vrai. très dur. Les débuts très durs. Il faut y croire. Hello, Clovis du coup c'est ça? Exactement, c'est ça. Magnifique, et donc tu es associé de Caïs. Exactement, tout à Super. fait. Ce que je te propose c'est qu'on te présente rapidement, que tu te présentes et que tu nous expliques aujourd'hui concrètement qui tu es et quel est ton rôle dans cette société. Ok, écoutez, moi c'est Clovis, je suis associé gérant de la société IRA Global Conseil.
qui est une société qui a été créée en août 2024. On est une société de conseil, on accompagne les résidents, les frontaliers ainsi que les indépendants au niveau de la fiscalité. Pour ma part, ça fait un peu plus de 7 ans maintenant que je travaille dans ce domaine-là et j'accompagne les clients. L'objectif, il est simple, optimiser la situation de nos clients. Ok. Quel est ton rôle aujourd'hui précisément dans cette entreprise? Alors, j'ai un rôle de gestion, d'accompagnement des équipes en termes de formation, en termes de mise en place de solutions pour développer aussi la structure. Et un rôle aussi, tout simplement, de répondre aux besoins de nos clients en termes de fiscalité, en termes de remboursement d'impôts. Ok. Donc tu vas concrètement en clientèle Totalement. tous les jours? Alors, tous les jours, non, mais je dirais dans une semaine, ça peut m'arriver 1 ou 2 fois dans la semaine. Sinon, majoritairement, je suis ici au bureau. Ok, très bien. Pour te présenter un petit peu plus, tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 30 ans. 30 ans. 30 ans. Ok. Marié, célibataire, des enfants? Alors, célibataire avec un petit garçon. Ok, magnifique. Tu vis ici à Genève? Je vis en zone frontalière, donc sur Vétramonto, exactement. C'est quoi? C'est tout collé, c'est ça? Alors, c'est à la frontière. On est à 5 minutes de Genève. Pour ceux qui connaissent Moile-sur-Laz, c'est la frontière, donc on est à 5 minutes. Comment est-ce que tu es arrivé dans le domaine de l'assurance? Alors, c'est une très très belle histoire. Donc moi, j'ai fait mes études à Lyon. Et puis quand j'ai fini mes études, donc j'ai fait management digital, commerce international. Je trouvais pas de travail dans mon domaine, donc je suis allé à l'aéroport de Genève en tant que chargé de clientèle. Donc c'est check-in, check-out par rapport aux locations de voitures. Et puis est arrivée la période où il y avait le Covid et il y a eu pas mal de licenciements économiques. Et notamment les nouveaux arrivants à l'aéroport, c'était ceux qui étaient licenciés. Et à ce moment-là, moi, je faisais partie de cela. Et je me suis posé la question de maintenant trouver un travail plutôt dans mon domaine, prendre plus de temps à la recherche. Et c'est là où est venue cette opportunité dans ce domaine-là. Naturellement, du coup, si je comprends bien, c'est plutôt une opportunité qui t'a ramené dans ce domaine plutôt qu'un choix de carrière. Alors, c'est un choix dans le sens où lorsque j'ai commencé à faire des recherches suite à ce licenciement économique, je cherchais exclusivement des emplois dans ce domaine d'activité-là. Et puis, j'ai une entreprise qui m'a sollicité à l'époque qui s'appelait Ariana Invest. Je suis allé à l'entretien, ça s'est très bien passé et puis j'ai démarré dans ce domaine-là. Magnifique. Ça t'a plu immédiatement? Tout de suite. Qu'est-ce qui t'a plu? Alors, ce qui m'a plu, c'est déjà les résultats qu'on peut apporter à nos clients. C'est un domaine où on voit le bien-être qu'on apporte à nos clients. Donc, on voit les résultats immédiats, pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est vraiment immédiat. La diversité aussi de ce qu'on doit faire entre la fiscalité, les assurances. On touche à pas mal de choses et surtout la liberté aussi dans mon travail. La flexibilité du coup du métier. Exactement, toutes ces choses-là m'ont plu. Est-ce que tu t'imaginais un jour créer ta propre société? Honnêtement, je vais vous dire, j'ai toujours été quelqu'un d'assez indépendant. Alors, créer ma société à mon âge, non, je l'imaginais pas. Mais je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais monter une structure indépendante. Dans combien de temps? Je sais pas. Puis j'ai rencontré Caïs, avec qui ça l'a tout de suite fait. Et puis on était sur la même longueur d'onde et on y allait. Vous avez décidé de vous associer. C'est venu comme ça, pour être honnête. Quand on s'est rencontrés, c'était pas prémédité. C'est pas quelque chose qu'on avait prévu. Et puis sur le temps, on s'est dit pourquoi pas. Lorsque tu as commencé, si on revient au tout début, comment sont passés tes 2, 3, 4, 5, 6 premiers mois? Alors c'était très compliqué. Je suis arrivé dans une société où il y avait des très 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 bons conseillers qui étaient déjà expérimentés. Moi, j'arrive comme un nouveau-né dans un domaine qui fonctionnait, dans une société qui fonctionnait très bien. J'ai dû apprendre beaucoup de choses. J'ai eu un très très bon formateur aussi à l'époque. D'ailleurs, il s'appelle Gaylor, qui était derrière moi, qui m'a beaucoup aidé. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une bonne équipe aussi, vers qui je me tournais, qui m'aidait pas mal dans les domaines d'activité où j'avais des difficultés. Mais ça a été compliqué au départ. J'ai vraiment commencé à être bien à partir du 4e, du 5e mois. Merci pour votre présentation. Avec grand plaisir. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle de la création de IRA Global Conseil. L'idée, c'est que vous nous expliquiez un petit peu votre histoire entrepreneuriale, vu qu'on a la chance que tous les deux vous soyez réunis. À quel moment est-ce que vous avez décidé de créer IRA Global Conseil et pourquoi? Très bonne question. Je t'en prie. On a décidé de créer IRA Global Conseil parce que ça faisait pas mal de temps qu'on était dans ce domaine d'activité-là. On avait fait le tour avec notre ancien employeur, quand je dis le tour au niveau des compétences techniques, et on avait des postes tous deux qui étaient assez conséquents. Il était directeur et responsable du secteur marketing dans notre ancienne société. Moi, j'étais directeur des équipes et on avait fait le tour au niveau des compétences et on s'est dit il est peut-être temps pour nous d'aller voir autre chose. Et ce autre chose-là, c'était d'ouvrir une structure à notre compte. Top. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix concrètement? On a fait aussi ce choix-là qui s'inscrivait dans un cadre aussi de liberté. Lorsqu'on était directeur, c'était épanouissant pour nous, on avait une charge de travail importante, mais on n'avait pas de liberté. Liberté au niveau de notre vie privée. Et puis c'est le but aussi, c'est-à-dire moi-même qui ai aujourd'hui 4 enfants, Clovis qui est père d'un enfant, il y a aussi ce côté aujourd'hui, cet attrait d'avoir une certaine liberté, pour être honnête. Alors on peut gérer notre agenda à notre convenance, on peut traiter nos clients à notre image, donc on ne dépend de personne et je vous assure c'est un réel pouvoir finalement.
C'est ce pouvoir-là qu'on a aujourd'hui en plus. Est-ce que le moment où vous avez décidé d'ouvrir, selon vous, c'était un pari risqué? Honnêtement, on ne s'est pas posé la question. Je vais être honnête avec vous. On s'est regardé, on s'est dit il faut y aller. On a prévu un plan A. À ce moment-là, on n'avait pas prévu de plan B. On s'est dit en combinant nos deux compétences, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Oui. Après, bien entendu, on va jamais effectivement dans le 100% de rentabilité. Très rares sont les personnes qui tiennent les 2 ans. Mais on avait ce goût-là du risque, en toute transparence. On était persuadé d'y arriver. Et puis, lorsqu'on est persuadé d'y arriver, en général, voilà, la suite, chemin fait son. Quelles ont été les premières étapes pour lancer la société? Administrativement, très dur. Les premières étapes? Ouais. Alors, je t'en prie, Clovis, mais c'était... C'est la partie administrative, très longue, très dure. Beaucoup de démarches administratives à effectuer, notamment le code du commerce, la recherche des bureaux. FINMA. Voilà, la FINMA. Ça a Moi, vraiment j'en ai été pas. toutes ces formalités administratives qui ont été Très au dures. début, très dures au début. Pour être honnête, il faut même beaucoup de force. Parce qu'une fois passé les étapes administratives, on a les locaux, on a toute la partie d'assurance aussi qu'on retrouve. C'est énormément de travail. C'est un moment dans lequel, par exemple, si je peux me décrire personnellement, j'ai dû faire un peu une bande à part entière avec ma famille aussi. Parce que ça demandait beaucoup de travail, énormément. Puis derrière, développer des conventions avec les compagnies pour pouvoir Exactement. proposer Qui est des la produits. finalité, tout à fait, bien entendu. Et qui est encore aussi toute complexe. On est bien d'accord. Abordons le point clientèle. Lorsque vous avez démarré, du coup, vous avez dû vous plonger dans cette partie administrative, Tout à fait. mais c'est pas ça qui a fait nourrir la société. Sur la partie clientèle, comment est-ce que vous avez fait pour trouver vos premiers clients? C'est très simple. Pour générer nos premiers clients, nous, on avait fait la stratégie de se concentrer uniquement sur le libre passage au départ. LPP, deuxième pilier. Pourquoi? Parce que c'était la stratégie la plus rapide, la plus simple pour déjà toucher une certaine catégorie de clients et surtout, comme vous avez pu le dire, faire rentrer un petit peu de trésorerie dans l'entreprise. Ensuite, dans un second temps, on a commencé à faire de la génération de leads. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui nous ont approchés au tout début de la création de notre société, qui nous ont dit qu'ils faisaient de la génération de leads. Et puis on a travaillé avec eux et c'est ça qui nous a permis d'avoir quelques clients et puis faire travailler les conventions qu'on avait avec les compagnies. Et le réseau, en toute honnêteté aussi. C'est-à-dire que ça fait bientôt, à cette époque-là, donc ça fait 4-5 ans qu'on est dans le domaine. Je compte pas le nombre de déclarations que tu as pu comptabiliser. Vous imaginez, vous, aujourd'hui, on va dire sur un portefeuille de 200 clients, donc de départ, 200 clients qui récupèrent chaque année de l'impôt. Alors bien entendu, ces clients ne nous suivent pas parce qu'ils appartiennent à un cabinet, mais ils recommandent forcément. Et ces recommandations, je vous assure, là actuellement on fait la vidéo, on est en pleine période fiscale. Maxime, tu sais comment ça a été dur de pouvoir trouver un créneau. Donc forcément, il y a toujours ce côté rondant où les clients reviennent à chaque fois et recommandent à chaque fois aussi. J'allais vous poser la question, mais est-ce que concrètement, vous n'avez pas pu récupérer vos anciens clients lorsque vous étiez conseiller dans d'autres cabinets? Alors Non. honnêtement, non, on a laissé notre portefeuille client à l'ancienne entreprise. J'ai des clients qui me contactaient et puis je les renvoyais vers l'ancienne entreprise. Maintenant, moi, vu que ça fait maintenant plus de 7 ans que je suis dans le domaine d'activité, le téléphone il sonne. Voilà, monsieur Pellet, je viens de la part d'un tel, je veux vous rencontrer. Donc c'est comme ça, par ce réseau de recommandations-là, vraiment qu'on a pu aller de l'avant. Ok. Et puis il faut partir du principe où cette phrase, c'est un adage qui va durer toute une vie. On fait jamais du neuf avec de l'ancien. Ça, c'est un principe. Ce sera sûrement sur un TikTok, ça. Vous avez dû aussi construire votre réputation. Ça fait maintenant que 2 ans que vous êtes ouvert, mais est-ce Tout à que fait. c'est compliqué au début de convaincre des clients? Sûrement, il y en a certains qui se renseignent sur vous, qui disent mais ça fait peut-être 6 mois, 7 mois, 1 an que vous êtes ouvert. Est-ce que vous avez dû faire face à ça? Oui, en toute honnêteté régulièrement. C'est-à-dire que pour pouvoir faire face, il va falloir se différencier. Ça, c'était la première des choses. On a dû se différencier. À des moments, dans les débuts, je pense, ne pas facturer, être meilleur que la concurrence sur des remises de dossiers, sur des remboursements. Je me souviens de Clovis qui collait des post-it sur le frigo des clients en leur disant voilà, c'est vraiment le montant que vous allez récupérer. Donc, on devait se différencier à travers des petits attraits qui étaient particuliers. Mais c'est ce qui a fait dès le début notre force. Et puis par la suite, on a gardé d'ailleurs, on a même transmis ces petits côtés-là et nos équipes aujourd'hui, c'est également ce qu'elles reproduisent. Ok. Et il y a quelque chose qui est important, et un jour, c'est ce que j'ai expliqué à un client, nous, on ne fait pas seulement du conseil, on se soucie de l'intérêt de nos clients. Et dès lors où on travaille dans l'intérêt de notre client, les gens ils le ressentent automatiquement parce qu'ils rencontrent beaucoup de personnes qui viennent chez eux, qui leur font signer des choses, qui mettent des choses en place, mais pas toujours dans l'intérêt des clients. Voilà, nous, vraiment, le sens qu'on met par rapport aux personnes qu'on accompagne. En 2-3 mots, comment vous avez développé votre réseau au tout début? Alors très simple là-dessus, c'est-à-dire qu'on avait déjà un réseau existant, voilà, qui était celui des apporteurs d'affaires. C'est-à-dire que dans les débuts, on avait affaire à des apporteurs d'affaires qui ramenaient régulièrement
comme vous le savez, des clients qui nous recommandaient aussi. Suite à cela, on avait le Leads, effectivement, qu'a dit M. Pollak, qui a été développé par la suite. Et forcément, je ne vais pas vous le cacher, le top 1 de tout business, pour ma part en tout cas, c'est la recommandation. Ça vaut mieux que une personne qui appelle et qui n'est pas informée, une personne qui fait une demande d'info. Aujourd'hui, la reco est très qualitatif. Et même les personnes sont même beaucoup plus avenantes à nous recevoir du fait qu'on a déjà montré nos compétences sur leurs proches. Donc forcément, ils en attendent pas moins sur leur cas aussi. Pour finir avec la création de cette société, oui. À quel moment vous vous êtes dit, ok, là c'est en train de fonctionner ce qu'on fait? Eh bien, je crois qu'on ne se l'est toujours pas dit. Je vais être honnête avec vous. Non, mais c'est une réalité. On ne se l'est jamais dit. Maintenant, on a quand même un entourage, on a des gens autour de nous qui nous disent c'est bien ce que vous faites, etc. Nous, honnêtement, on ne s'en rend pas compte. Pour être honnête, on ne s'est jamais assis en se disant c'est incroyable ce qu'on fait. Mais on entend les gens autour de nous, comment ils nous parlent. Et c'est là où on se dit ah tiens, c'est pas mal ce qu'on fait. Tête dans le guidon et puis... C'est ça. Parce que c'est assez neuf encore. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais avec sincérité, on n'a jamais eu le temps de se poser, de se dire, voilà, compter le nombre de clients qu'on a aujourd'hui ou le nombre de dossiers. Je veux dire, en toute transparence, ça nous fait même plus plaisir de voir un client qui a une récupération au niveau de l'office cantonal plutôt que nous qu'on prenne le temps de s'asseoir. Si je me trompe. C'est vrai. C'est une réalité. On est des passionnés du métier. En fait, lorsqu'on exerce la fiscalité, aujourd'hui, il faut le comprendre, c'est que la fiscalité, c'est différent du monde de l'assurance classique. Pourquoi ? Parce qu'on va accéder à des logiciels spécifiques et on va rentrer dans des calculs spécifiques. Une personne qui n'aime pas, c'est comme un fiduciaire pour une société. Une personne qui n'aime pas faire ça, elle change de domaine. On ne peut pas aujourd'hui faire de la fiscalité sans aimer la fiscalité. Ça n'existe pas. Parce qu'on ne va jamais chercher l'optimisation. Et c'est là où nous, actuellement, dans la période, on va peut-être plus se différencier que d'autres. Okay. Qu'est-ce qui vous plaît concrètement dans la fiscalité ? C'est de trouver des leviers d'optimisation pour notre client. C'est de permettre à notre client de venir nous voir avec des montants d'impôts importants, très souvent. Et à la fin, on lui dit, vous allez récupérer tant. Et à la fin, il récupère tant. Il récupère ce montant-là. C'est ça qui nous fait aujourd'hui plaisir. C'est vraiment toute la stratégie qu'on va mettre en place pour arriver à ce montant de remboursement-là jusqu'à la satisfaction de notre client. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde la partie succès et développement. L'idée, c'est que vous nous montrez un petit peu la réussite que vous avez pour vos clients, ce qui finalement vous passionne et vous anime. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent avec vous au sein du cabinet ? On est 6 précisément. Ok, c'est exclusivement des conseillers ? Conseillères. C'est-à-dire qu'on a 2 filles et 4 conseillers. Plus vous deux, du coup, donc vous êtes à peu près 8. Non, on s'est compté dedans. Il comptait, ouais. Oh, ok, ça marche. Comment la société s'est développée ces dernières années ? Quels ont été les axes que vous avez priorisés ? La formation en interne. On fait énormément de formations en continu. Il y a 2 formations dans la semaine, le lundi et le mercredi. Donc la formation des employés. Formation AFA aussi, tout ce qui est formation obligatoire, formation auprès des compagnies avec lesquelles on collabore. Avant de se développer en termes de recrutement, on a voulu d'abord solidifier les compétences techniques des personnes qui sont en interne pour qu'ils soient 100% autonomes et qui maîtrisent notre métier du bout du nez avant de regarder, aller chercher d'autres profils. Quel est votre positionnement sur le marché actuellement ? Notre positionnement sur le marché, à quel niveau, pardonnez-moi ? Concernant votre secteur d'activité ? Alors, nous, aujourd'hui, au niveau du positionnement, c'est-à-dire qu'on se situe majoritairement avec une clientèle résidente à hauteur, je dirais, de 60% et frontalière à hauteur de 40%. Vous souhaitez plutôt développer les résidents, mais les frontaliers ? Alors, l'un comme l'autre aujourd'hui, les deux nouveaux, parce qu'on maîtrise parfaitement la partie suisse, mais aussi la partie frontalière. Okay. Donc, quoi qu'il arrive, on ne peut en aucun cas refuser les clients. Qu'est-ce que vous préférez ? Honnêtement, aujourd'hui, moi j'aime bien la partie résidente suisse dans le sens où on peut faire beaucoup plus de choses. On n'est pas limité aussi en termes de zone géographique. On peut très bien être à Fribourg, comme à Yverdon, au Havre ou à Genève. Donc j'aime bien cette partie-là, mais je n'exclus pas la partie frontalière que j'ai connue dans mes débuts d'activité, qui est aussi bien. Mais je préfère la partie résidente. Moi, c'est la partie frontalière, justement. Je m'amuse vraiment. C'est vraiment du plaisir. Sur la partie fiscale française, il y a quand même beaucoup de levées d'optimisation. Les clients sont assez surpris quand on peut le voir différent d'un géotax ou Votax, qu'avec 2 documents signés, on peut avoir une belle optimisation. Je pense que j'ai beaucoup plus de sourires sur les frontaliers. Non pas que les résidents ne sourissent pas, mais c'est différent. Okay. Qu'est-ce qui différencie IRA Global Conseil d'un autre cabinet ? Alors, la formation, j'en ai parlé pour avoir travaillé dans d'autres cabinets. La formation, nous, on met beaucoup l'accent sur la formation en continu, donc les compétences techniques, le suivi des dossiers clients. Chaque client pour nous est important, peu importe les revenus. On met beaucoup l'accent sur le suivi des dossiers, donc la rigueur
le traitement des dossiers, la rapidité et bien évidemment, comme j'ai dit en tout début de cet entretien, on agit dans l'intérêt de nos clients. L'humain, le cœur, voilà vraiment. Ça va un peu avec ma prochaine question, mais quelle est votre philosophie avec les clients? C'est une très belle question, vraiment. C'est simple, on agit, chaque client pour nous est un client qui est privilégié dans le sens où aucun dossier ne se ressemble. Et nous aujourd'hui, on va toujours agir dans l'intérêt de ce que va rechercher notre client. Le relationnel, l'humain, on met beaucoup l'accent sur ça et les gens ils le ressentent, ils reviennent chaque année par rapport à ça. On a des clients, par exemple, aujourd'hui, comme je peux le citer parce que c'est devenu un ami, comme Patrick Trottignon, qui est l'ancien président des Servettes de Genève, qui a déjà fait une vidéo avec nous. Et on a des clients qui viennent de débuter sur Suisse, pour certains. En fait, c'est qu'ici, tout le monde est à la même enseigne. Ça, c'est la première des choses. Autant celui qui a le gros asset que celui qui vient de débuter, on ne fait pas de préférence, et puis tout le monde est traité de la même façon. Selon vous, qu'est-ce qui fait le succès d'un cabinet comme le vôtre? La transparence, L'humain, très important. le sourire. Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie des autres cabinets en interne? Alors, en interne, nous, aujourd'hui, on considère que notre structure, non pas qu'elle n'ait pas de hiérarchie, c'est vraiment qu'aujourd'hui, chaque employé se sent chez lui. On est une société vraiment familiale, je dirais même paternaliste, dans le sens où si le travail est très bien fait, voilà, on n'a rien à redire, tout va bien et on profite tous ensemble. On fait d'ailleurs beaucoup d'activités, beaucoup de repas et de débriefs là-dessus. On fait en sorte que tout le monde se sente bien, mais la relation entre nos employés et nous, elle est d'égal à égal. C'est-à-dire que c'est du 50-50. À aucun moment on va non les mépriser, leur donner des ordres. Non, on revoit si on doit revoir certaines choses, mais ils ont le droit à 50, on a le droit à 50. Donc c'est d'égal à égal. Ok, on a parlé du coup du développement de la société et de sa croissance. Tout à fait. Une question m'intéresse et intéresse nos auditeurs et nos auditrices qui regardent ce type de parcours typiquement entrepreneurial. C'est aussi la réalité économique derrière le business. C'est pour ça que tu nous as fait venir en hauteur, tu veux qu'on te jette. La bonne question. Alors, je te l'ai dit en off, je vais vous le redire devant la caméra. C'est des questions auxquelles vous ne souhaitez pas répondre, vous êtes libre de ne pas répondre. L'idée, c'est qu'on parle chiffres, c'est qu'on parle cash. Si vous souhaitez donner des fourchettes, si vous souhaitez ne pas répondre, si vous souhaitez des montants précis, il n'y a aucun souci pour moi. Ok, l'idée, c'est que vous soyez à l'aise avec le sujet. Ok, mais on comprend aussi qu'il y a de la clientèle derrière et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, IRA Global Conseil génère environ combien de chiffre d'affaires par année? D'entrée, hein, on est dur. Sachant que vous venez de démarrer aussi. On va donner une fourchette entre 1 million et 2 millions par année. De chiffre d'affaires en France, du coup. Qu'est-ce que vous projetez sur les 3 prochaines années? Alors ça, c'est une très bonne question. Du développement. Le développement, non pas de Genève ou de Lausanne, parce qu'on est déjà présent sur ces régions, beaucoup plus sur la région de Zurich et de Bâle. Parce qu'on a de plus en plus de clients de Bâle qui font appel à nos services. Donc pourquoi pas le développement lié à ces régions en Suisse alémanique. Est-ce que l'activité a beaucoup évolué ces dernières années? Énormément. Dans quel sens? Premièrement, déjà, il y a de plus en plus de frontaliers qui arrivent en Suisse. Pour ceux qui rentrent chez eux le soir, il y a de plus en plus de bouchons. On parle en 2025 d'une arrivée sur Genève, plus de 100 000 nouveaux frontaliers. Donc déjà plus de monde. Plus de concurrence aussi, il y a des cabinets qui poussent tous les jours, donc c'est dans ce sens-là que ça évolue. Et puis le métier en toute transparence, il a été aussi déteint. Déteint dans les années 2017, 2018, 2019, où il y a eu quand même de l'abus de confiance sur les produits financiers. Et donc de là, beaucoup de personnes ont perdu confiance. Nous, on en voit aujourd'hui des clients pendant 5-10 ans, ils n'ont pas eu de fiducier. Et ils commencent à reprendre goût depuis, je dirais, 2024, Chloé, si je ne me trompe pas. C'est ça. Lorsqu'on arrive, on ne place vraiment aucun produit financier, on est là vraiment pour de la fiscalité pure, pour discuter de la situation. On sent quand même qu'il y a eu un dénigrement du marché. Les personnes se sont désattachées à cela. Et depuis 2024, je dirais qu'elles recommencent à prendre confiance en nous, fiduciaires. Qu'est-ce qui fait vraiment grandir un cabinet comme le vôtre, selon vous? C'est comme j'ai dit, c'est la transparence vis-à-vis des clients. C'est aussi maintenir un équilibre et un bien-être pour les collaborateurs qui sont derrière, qui travaillent pour le dossier de ces clients-là. Et puis derrière, faire du travail propre. C'est très important, être régulier dans ce qu'on fait de façon propre et c'est ça qui permet de maintenir un cabinet comme le nôtre. Ok, très bien. Est-ce que la croissance a été exponentielle et progressive ou pas vraiment au début? Elle l'a été.
Elle a été progressive du fait que on n'a jamais, pour être honnête avec vous, pris de vacances depuis il n'y a pas plus tard que cet hiver. Donc on n'a jamais baissé les bras. On a toujours été là, présent pour nos clients. Donc oui, dès le début, la croissance a été quand même assez importante. Vous savez, c'est un écosystème qu'on a su préserver avec Clovis. Ok. Et puis cette croissance, on la voit encore aujourd'hui, en pleine période fiscale, lorsque Caïs, des fois, il a beaucoup trop de rendez-vous, il est obligé de distribuer ses rendez-vous, et puis moi, vice-versa. Cette croissance, on la voit encore aujourd'hui, elle continue. C'est vraiment une croissance en continu. On va aussi parler de vous lorsque vous étiez conseiller et vous n'étiez pas fondateur de société. Quels étaient vos meilleurs mois? Alors moi, mes meilleurs mois, ça a toujours été la période fiscale. Période fiscale, pourquoi? Parce que c'est la période où on fait les déclarations. Donc les gens sont orientés, déclarations. On rencontre plus de personnes que dans les autres périodes. Et donc c'est forcément ces mois-là où les chiffres ils explosent. Quel a été ton meilleur mois? Mon meilleur mois dans l'activité, en termes de salaire, en tant qu'employé, c'était 42 000. 42 000 francs. 42 000 francs sur un mois. Magnifique. Et toi, Caïs? Moi, ça dépend des périodes. En général, période fiscale suisse, période fiscale française. J'étais pas autant effectivement que M. Paulet qui avait débuté le travail de conseiller avant que Clovis, mais dans ses vagues. Non, c'est vrai. ok, très bien. Si on devait le comparer aujourd'hui à votre revenu en tant que fondateur, c'est différent parce qu'aujourd'hui, lorsque vous vous rémunérez, Tout à fait. c'est directement depuis la société, il y a des charges, il y a plein de choses. Et c'est énorme. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous mettez en place comme stratégie et technique? Le conseil qu'on peut donner et puis qu'on s'applique à nous-mêmes, c'est que quand on est une entreprise, ça ne vaut pas la peine de se verser des salaires comme lorsqu'on était employé, des salaires importants. Comme tu l'as dit, il va y avoir de l'AVS, il va y avoir de la LPP, de l'impôt à la source, des cotisations sociales. On y perd. Donc derrière, il faut essayer de trouver un équilibre avec une base de salaire qui permet de vivre et une compensation avec des frais qui vont être couverts par la société, tout simplement. Ok, très bien. Donc naturellement, vous vous rémunérez moins finalement Tout à fait. que lorsque vous étiez employé et que votre but c'était de frauder le maximum. Quoi. Exactement, Maxime. J'ai Exactement. été étonné de ça, effectivement. Même dans les débuts, j'ai été beaucoup surpris de ça, dans le sens où on faisait quand même de bons revenus. Et c'est-à-dire que c'est un constat réel. D'ailleurs, c'est très bien de l'évoquer, Maxime, du fait qu'en tant que fondateur, les revenus sont quand même moindres. Voilà, c'est beaucoup plus dans la trésorerie de la structure, mais les revenus sont moindres. Ce qui est logique finalement. Il y a uniquement ceux qui n'ont pas de société qui ne comprendront pas ce, Ce qui a du sens. Exactement. ce principe. On est d'accord. Ok. Est-ce que l'entrepreneuriat dans ce domaine peut être très rentable quand la société se développe? Oui, très. Sur quel point pour vous il est rentable? Parce qu'il n'y a alors, pas que le point financier finalement. Tout à fait. Alors, je pense que toute personne qui entreprend aujourd'hui est quand même sur une position rentable. Dans le sens où, il faut comprendre la phrase que je viens de dire, dans le sens où c'est pas forcément le business plan qui est lancé, c'est l'apprentissage. L'apprentissage de monter une société aujourd'hui permet de le faire une deuxième fois, une troisième fois. L'apprentissage d'y arriver ou de ne pas y arriver permet dans les deux cas, on apprend, même si on a gagné, on y apprend à développer un peu plus son business. Et si on a perdu, on apprend à restructurer la chose. Mais je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui, moi je conseille à toutes les personnes qui vont nous regarder, Maxime, d'entreprendre. Ne serait-ce que pour la liberté de dépendre de personne. Et puis une chose qui est importante, c'est l'expérience. Pour savoir ce que c'est, il faut essayer. Et en essayant, on acquiert de l'expérience. Et cette expérience-là, elle n'a pas de prix. Dans votre entreprise, un conseiller qui démarre, combien est-ce qu'il peut gagner? Et Maxime, tu le verras, moi les questions financières, je les laisse à Clovis. Hein, donc. Alors, un conseiller qui démarre, qui sort de formation chez nous, il peut démarrer entre 4 et 5 dans ses débuts. Donc entre 4 et 5 000 francs. Entre 4 et 5 000 francs, Minimum. on parle de net, minimum. Entre 4 et 5 000. Et puis par la suite, avec les formations en continu, la confiance, l'expérience aussi acquise, on va aller sur des volumes qui sont beaucoup plus importants. Donc concrètement, aujourd'hui, vos conseillers sont des conseillers internes directement chez vous. Tout à fait. Ok. Vous les rémunérez avec une base fixe ou bien uniquement des commissions ou bien les deux? Une base Non, fixe. HDF, c'est obligatoire d'ailleurs, c'est très important de le souligner, Exact. avec une base fixe et puis des bonus qui sont très attrayants. Et pas de commission parce que on trouve justement que ce principe-là va dénaturaliser un peu le métier aussi. Dans le sens où ils ont leur base fixe, ils savent que tous les mois ils ont un revenu, donc voilà, c'est quand même soft. C'est rare, parce que la plupart du temps, quand j'ai des courtiers, justement, ils préfèrent verser des commissions Oui, parce que le risque est moindre pour la société. lorsqu'ils sont nouveaux conseillers, tout le monde préfère verser des commissions. Mais lorsque les conseillers sont aguerris et que les oiseaux deviennent des aigles, on préfère verser des fixes. Ok, ça veut dire que vos conseillers, techniquement, ils prodent, ça fait plaisir. C'est ça, Ok. on y veille en tout cas. Est-ce que les revenus, toujours en tant que conseiller, peuvent évoluer rapidement au cours de leur carrière? Énormément. Totalement. Ok. Énormément. Quels sont les facteurs qui permettent cette évolution? Premièrement, nous aujourd'hui, comme Caïs l'a dit tout à l'heure, on a une bonne relation avec nos employés. Ça veut dire qu'on permet à ceux qui se démarquent d'évoluer, de passer de conseiller à responsable, par exemple, d'une équipe pour ceux qui ont les épaules. Donc là, forcément, la rémunération aussi évolue.
Après, il y a aussi, par rapport aux objectifs qui sont atteints, chaque trimestre, des points qui sont effectués. Et lors du bilan annuel, la possibilité d'avoir des augmentations de salaire aussi, en fonction du travail, de la qualité qui a été effectuée, des retours clients. Pour un conseiller lambda, qu'est-ce qui fait foi sur la longévité? Je dirais beaucoup plus le mindset. C'est tout dans la tête, pour ma part en tout cas. La Clovis, c'était pour la part société, mais pour un conseiller qui aimerait se lancer dans le métier, tout est dans le mindset et la discipline. Très bien. D'ailleurs, je travaille actuellement ma discipline justement à moi-même. Non, c'est vrai. On peut croire que c'est curieux, mais on l'apprend tous les jours. C'est-à-dire la discipline, ça passe par déjà bien s'alimenter, bien boire, avoir une hygiène de vie. C'est très important et je pense que ça se travaille sur la longévité. Ok, super, hyper cohérent. Est-ce que certains conseillers arrivent à construire des revenus vraiment très confortables Oui, Oui, oui. avec les bonus et tout ce qui s'ensuit? tout à fait. Oui. Si on devait donner une fourchette Entre 8 et 15 000 francs. par mois du coup, Ouais, je dirais entre 8 et 20 même, entre 8 et 20. est-ce qu'il y a une différence entre un conseiller moyen et un très bon conseiller et quelles sont ces différences? La différence, c'est l'expérience. On a un spécialiste en interne qui est super fort, par exemple, qui a pas mal d'expérience immobilier, fiscalité. C'est l'ancienneté, l'expérience acquise à travers les clients. Plus on rencontre de personnes, plus on fait de dossiers, mieux on maîtrise aussi le domaine. Le conseiller moyen a peut-être moins d'expérience, a eu moins de formation, a peut-être travaillé dans une société où il n'y avait pas de suivi, a peut-être un gros manque de confiance aussi, parce que la confiance y joue beaucoup. C'est ça aujourd'hui qui va les distinguer les deux, pour moi, globalement. Quels seraient vos conseils pour quelqu'un qui démarre? L'assiduité, l'écoute au début, la formation qui est très importante. Alors la formation, elle est clé au début. L'apprentissage, ne serait-ce que du produit ou de l'aspect financier, enfin tout cet aspect, tout cet écosystème doit être maîtrisé. Et après, je partirai du principe, encore une fois, sur la longévité, la discipline, Et beaucoup de confiance en soi. énormément. Ceux qui réussissent dans ce domaine, au début, il y a une grosse confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans un domaine inconnu. Oui, il y a formation, assiduité, apprentissage, mais s'il n'y a pas la confiance en soi, tous les éléments évoqués ne servent à rien finalement. On va parler un petit peu du coup de la réalité du métier. Est-ce que le métier de courtier est facile ou difficile? Pour ma part, il est difficile. Il est difficile dans la gestion, dans le volume. C'est pas non plus quelque chose de très facile. Voilà. C'est pas un emploi lambda où on a des horaires qui sont prescrites. Il faut être quand même attaché. Voilà, faire de la route. Également aussi avoir une bonne gestion parce qu'on peut travailler le samedi, le dimanche. Ça m'est arrivé de nombreuses reprises et ça m'arrive encore. Donc je le mettrai pas dans un niveau de facilité. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais difficulté nulle, 7. Ok. Moi, je dirais aussi qu'il est difficile parce qu'il y a une grosse charge de travail, un gros suivi administratif. Il faut être très bien organisé aussi pour gérer plusieurs dossiers en même temps. Donc je le classerai au même niveau que CAI. 7, c'est bien. Si on devait définir 2 ou 3 des plus grandes difficultés, quelles seraient? Organisationnel, charge Le problème administrative. qu'on rencontre, réel, c'est l'organisation, charge administrative qui est énorme pendant les périodes fiscales et la route. Et le temps, des fois qu'on n'a pas, on peut avoir aujourd'hui 5 rendez-vous, mais on n'a pas le temps. Tu vois, je mettrais quand même la route en top 2 parce que la route, quand même, on se déplace quand même jusqu'à la Chaux-de-Fonds, Fribourg. À des moments, c'est même dans le Doubs, côté Pontarlier, justement parce qu'on abordait la partie frontalière. La route et l'administratif sont du boulot. Vous allez faire de la route quoi qu'il arrive. Ok. Selon vous, pourquoi certaines personnes échouent dans ce domaine? Il y a le manque de confiance dont on a parlé au tout départ, parce qu'ils arrivent dans ce domaine souvent par recommandation, ou des fois parce qu'ils ont entendu parler des rémunérations et puis ils se disent eux aussi ils vont faire la même chose en pensant que c'est facile. Caïs il n'a pas les difficultés de notre métier en termes de classification et puis quand ils arrivent ils découvrent la réalité de ce métier-là, ils ne sont pas prêts mentalement ni psychologiquement à y rentrer. C'est ça qui fait qu'ils n'y arrivent pas. J'ai aucun doute qu'aujourd'hui il y a beaucoup de commerciaux, ça c'est une certitude, et qui sont même très forts, très assidus. Mais conseiller, vraiment conseiller, c'est un métier tout autre de commerciaux. Il y en a beaucoup qui les mettent dans la même case, mais c'est faux. C'est-à-dire un commercial, lui, son rôle, c'est de vendre des produits financiers. On a parlé de ce qui avait entaché le métier, justement. Le conseiller, lui, il est là pour conseiller, c'est-à-dire que qu'il vende ou qu'il ne vende pas, le but, sa finalité, c'est que le client ressorte content. C'est que le conseil soit vraiment prolifique. Quelles sont les qualités indispensables pour réussir? La rigueur, c'est très important. Beaucoup de rigueur, il faut avoir une grosse capacité organisationnelle, être capable de faire plusieurs choses de façon très méthodologique. Il faut de la confiance en soi. Beaucoup. Est-ce que tout le monde peut réussir dans ce métier? Non. Il faut pouvoir aussi se renouveler. Il faut pouvoir mettre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront, mais l'ego, il faut pouvoir le mettre de côté, prendre un peu de recul et se renouveler tous les 3 mois. Prendre le temps prendre du temps pour soi, pour toujours trouver un peu sa ligne de conduite. Parce qu'on ne peut pas être toujours sur la même longévité. C'est comme un cours financier. Il y a des hausses, il y a des baisses, et ça fait partie du jeu. Super, merci beaucoup. Ok, on va parler de la formation AFA, obligatoire depuis janvier 2026, je pense que vous le savez. Du coup, depuis 2026, la certification AFA est devenue obligatoire pour exercer dans le conseil en assurance.
Quel est ton regard, quel est votre regard sur cette évolution du marché et du métier? C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi je repasse des fois derrière des cabinets. Ils ont rencontré Quentin qui leur a signé un troisième pilier. Mais en réalité, sur le contrat, c'est marqué Jean-Charles. C'est pas normal. Donc aujourd'hui, ces réformes-là, c'est pour protéger le client. Parce qu'on travaille tous pour le client finalement. Et je trouve que c'est bien. C'est une bonne chose parce que ça va limiter les problématiques dans le métier. Ça va apporter plus de qualité et plus de satisfaction aux clientèles, tout simplement. Puis il y a une vraie compétence à travers ce diplôme. Aujourd'hui, ça permet vraiment d'assimiler le conseil, le cadre légal aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Il y a vraiment une formation solide derrière tout ça qui permet aussi aux conseillers d'être armés aussi en clientèle. Selon vous, pourquoi cette certification est-elle importante? Déjà, quand un conseiller se présente en rendez-vous, il peut démontrer au client, puisqu'il est FINMA sur un site officiel, qu'il est diplômé et qu'il a les compétences pour donner le conseil. Donc voilà pourquoi elle est importante aussi, cette certification. Par déduction, selon vous, ça professionnalise davantage le secteur? Totalement. Oui, totalement. C'est très bien ce qu'ils ont fait. Nous, on est pour en tout cas. On est vraiment pour. Est-ce que ça protège mieux les clients ou pas? Oui, dans le sens où... Et non. Alors, dit-on oui. Oui, pourquoi? Dans le sens où l'article 45, une fois de plus, qui est dans notre métier, qui nous demande de dire aux clients lorsqu'on le rencontre qui on est, pour quelle société on travaille, est-ce qu'on est lié, est-ce qu'on est non lié, quelles sont les compagnies avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui, si un conseiller ne fait pas ça lors d'un rendez-vous et que le client est capable de le démontrer, tout ce qui a été mis en place avec ce client-là est nul. Donc le client, il est protégé dans ce sens-là pour moi. Non, dans le sens où, mine de rien, un rendez-vous, ça reste un box fermé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conseiller se retrouve seul avec le client. Il peut faire signer effectivement l'article 45, beaucoup de documents. Mais vous savez, on a des personnes aussi qui sont âgées. On a des personnes qui sont jeunes. Des personnes qui n'ont pas tous la même faculté à enregistrer certaines choses. Donc, je pense qu'il peut quand même y avoir de l'abus sur la partie orale. Non pas sur la partie écrite, mais orale, oui. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que fondateur et donc recruteur au sein de votre société, vous seriez enclin à embaucher quelqu'un qui n'est pas certifié AFA? Ah non. Ah non. Alors, un bon profil aujourd'hui qui n'est pas AFA, mais qu'on peut éventuellement faire passer l'AFA par la suite, ça peut être envisageable. En réalité, on ne s'est jamais posé la question. Alors, On a toujours eu des personnes AFA. l'option, à la limite, prendre une personne qui ne ferait pas de conseil, qui ferait que de la formation, le temps d'avoir les diplômes nécessaires, et là se lancer. Mais sinon, On est non. d'accord que ça représenterait quand même un immense risque pour vous de devoir rémunérer une personne mensuellement tout en la formant sans qu'elle puisse produire. Bien sûr. Après, je pense que c'est un risque que beaucoup de sociétés prennent. Je ne pense pas qu'il y ait toutes les Sur la sociétés. partie administrative, tout dépend le volume d'affaires auquel on fait face. C'est-à-dire sur des déclarations et des rectifications en toute transparence, beaucoup de nos clients aujourd'hui nous ont dit « vous avez besoin d'une assistante ». Parce qu'ils nous appellent, ils nous recommandent, donc forcément cette personne-là pourrait prendre éventuellement ce rôle. Mais c'est une réalité, Maxime. Je t'invite la prochaine fois à faire 24 heures avec nous, ce serait sympa. Avec grand plaisir. Idée de contenu. Ok, mais on est d'accord que par rapport aux nouvelles règles, FINMA et tout ce qui s'ensuit, embaucher quelqu'un qui n'est pas certifié représente un risque majeur pour une Totalement, tout à fait. Bien sûr. société. Ça voudrait vraiment tomber sur le profil exceptionnel. Bien Non, sûr. alors, on a par exemple un profil, alors c'est pour ça qu'on a fait le contre-concours de circonstances, un profil qui est étudiant, voilà, qui travaille aujourd'hui au sein de nos locaux, mais qui a passé la FAT directement en arrivant, Ok, typiquement, parce que c'est dans son cursus de formation, auquel cas elle fait un CFC, c'est pour ça. ok, très bien. Donc c'est une personne qui a un certificat fédéral de capacité déjà. Tout à fait. Est-ce qu'un conseiller qui veut réussir aujourd'hui doit obligatoirement passer une formation solide? Vous l'avez dit, oui. Pourquoi? Pour acquérir les compétences essentiel. nécessaires qui sont liées à notre domaine d'activité. Parce que sans ces compétences-là, il ne peut pas donner des rendez-vous de qualité. Est-ce que pour vous, démarrer en étant certifié AFA permet d'éviter des erreurs et de donner un meilleur conseil aux clients? Oui, alors, c'est-à-dire aujourd'hui un nouveau conseiller qui se lancerait, il commencerait déjà directement par la FAT. Quelqu'un de novice qui démarre dans ce domaine, qui a Oui. envie de démarrer dans ce domaine, Oui. qui se dit, moi je veux respecter les règles, je veux respecter la loi, Tout je à fais fait. mon AFA et ensuite je démarre. Alors, ce serait une bonne chose et ce serait excellent. Je lui conseillerais quand même d'avoir un regard extérieur et s'il a un ami dans le domaine ou autre, d'assister cet ami, au moins sur un, 2 ou même 3 rendez-vous, afin de se lancer définitivement dans ce processus. Mais ce qui est sûr, c'est que le schéma est bon à partir du moment où il a pris sa décision de devenir conseiller. Oui, tu peux passer la FA. On va enchaîner avec les conseils que vous pourriez donner aux futurs conseillers. Tu ok veux pas qu'on le fasse sur une table de ping-pong? On va y venir au ping-pong. On va y venir, ok. On va y venir. En plus, j'ai vu que vous avez terminé. Yes, j'entends plus la balle. On va y venir. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier? Alors, la première chose, c'est déjà dans la vie, il faut du courage. Il faut du courage. Il ne faut pas
Comme me disait un professeur à l'époque, il ne faut pas regarder ce que les autres font. Il faut plutôt se poser la question, est-ce que moi je me vois bien dans ça? Et si je me vois bien dans ça, il faut pas y aller à 10%, il faut y aller à 100%. Il faut se faire confiance, il faut s'écouter et puis il faut travailler. Quelles erreurs les débutants doivent absolument éviter? Il y en a beaucoup. Énormément. L'erreur de se dire, Les erreurs principales. le métier est facile. Je vais arriver très vite à des très gros revenus sans trop faire, en me limitant. L'erreur de rester sur ses acquis, pas de remise en question. Il parlait de se renouveler. C'est quelque chose qu'on ne fait pas une fois par mois, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Après chaque rendez-vous, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de moins bien. C'est les erreurs que je conseille aux personnes d'éviter. Quelles qualités font vraiment la différence? Alors, encore une fois, Maxime, tu nous poses des très bonnes questions. Il y en a plusieurs. L'aspect relationnel. Les clients, même si vous avez toutes les compétences techniques, il faut bien qu'il y ait une entente fluide. L'aspect relationnel, on en a parlé, qui est importante. Les gens aussi, ils s'associent à une personne. Il y a des clients aujourd'hui qui appellent Caïs. Ils veulent voir que Caïs parce que c'est Caïs. Donc, c'est pas que lié à ses compétences techniques, c'est aussi lié à son personnage, qui est important. Je dirais qu'il faut être un peu comme une éponge, dans le sens où il faut prendre tout ce qu'il y a de positif et évacuer tout ce qu'il y a de négatif. Un rendez-vous qui s'est mal passé ou autre, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de technicité. Donc voilà, vraiment absorber tout ça et relâcher un peu tout ce qui est négatif ou qui ne correspond pas. On a vu des personnes qui se sont lancées dans le domaine et qui ont démarré de manière lisse au début, puis par la suite exponentielle. Donc qu'est-ce qui a changé chez eux? Je pense que c'est juste un curseur qui s'est... Un déclic. Un déclic, tout à fait. Un déclic. Merci beaucoup. Ok. Si tu devais parler au toi du début, qui a commencé dans le domaine, qu'est-ce que tu lui dirais avec l'expérience? En toute honnêteté, écoute beaucoup, apprends beaucoup et réfléchis avant d'ouvrir la bouche, pour être honnête. Je pense que c'est ce que je me dirais il y a 6 ans environ. Yes. Ok. Je mettrai l'accent sur l'écoute, uniquement. Moi, je mettrai beaucoup l'accent sur l'écoute. Est-ce que l'assurance est encore aujourd'hui un métier avec de vraies opportunités? Oui, bien entendu, ça reste un métier avec des opportunités. On va pas s'en cacher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura toujours besoin d'une RC, on aura toujours besoin d'une casco. Tu te vois, Maxime, toi ne plus assurer ta voiture? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une casco? Une Moi, casco. je sais, mais Ok, d'accord. Alors la casco, c'est très simple, c'est-à-dire que pour les personnes qui nous regardent, c'est l'assurance véhicule à moteur. Donc c'est vraiment ce qui regroupe par exemple la base d'une assurance typiquement. On a l'assurance vie, l'assurance casco, il y en a des milliers, l'assurance RC aussi. Est-ce que tu la vois disparaître, Maxime? non, j'ai une voiture, donc forcément. Oui, donc tu as ta réponse. Du coup, Oui. on va parler un petit peu de votre vision du futur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et quelle est la vision future pour IRA Global Conseil dans les prochaines années? La santé déjà. Non, s'agrandir déjà en termes d'effectifs, à recruter des personnes qui partagent nos valeurs, la culture de l'entreprise et aller S'élargir. Voilà, s'élargir vers d'autres horizons. Aujourd'hui, on est à Genève. Pourquoi pas aller vers Pontarlier, avoir des bureaux vers la Chaux-de-Fonds, par exemple. Voilà les points que vous pouvez nous souhaiter pour le futur. Et beaucoup de monnaie. Est-ce que vous souhaitez continuer à développer votre équipe? Toujours. Oui. Qu'est-ce que vous prévisionnez pour 2026? Combien de salariés? Là-dessus, c'est vrai qu'on n'est pas focus là-dessus au niveau des employés. Je vais vous dire pourquoi. Parce que aujourd'hui, on a une équipe qui est quand même assez complète. Aujourd'hui, recruter plus voudrait dire faire plus de dossiers, on est bien d'accord. Mais nous, aujourd'hui, ce qui rime, c'est beaucoup plus la qualité. C'est ça. Honnêtement, on n'a pas pensé au recrutement. Maintenant, c'est sûr que si fin 2026, on est dans l'incapacité, nous et les collaborateurs qui sont en interne, de gérer les dossiers, à ce moment-là, on n'aura pas le choix que de recruter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des questions qu'on se pose. Qu'est-ce qui vous pousse et vous motive chaque matin dans ce métier? La découverte, tous les jours est un nouveau jour, tous les jours on voit de nouveaux clients, tous aussi différents les uns les autres, d'accord. Également aussi, c'est vraiment cette partie-là, pour ma part en tout cas, qui me motive. L'adrénaline, la satisfaction de se dire aujourd'hui on va permettre à un client d'acheter un appartement grâce au remboursement qu'on va lui octroyer, permettre à un client de partir en vacances avec sa famille grâce à la récupération qu'on va lui octroyer, l'adrénaline. Et Très puis bien. on apprend beaucoup des clients. Un grand merci, monsieur, pour votre témoignage et pour le partage de votre parcours. C'était vraiment super top. Merci pour votre temps. C'est très agréable. Si des personnes qui regardent cette vidéo souhaiteraient être accompagnées par IRA Global Conseil ou en savoir plus sur vos services, comment peuvent-elles vous contacter? Directement via notre site internet où on va laisser nos coordonnées effectivement donc présents sur la vidéo. Voilà, donc si jamais... Est-ce qu'un WhatsApp serait OK pour vous? Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Tout sera dans la description. Ok, Yes. je pourrais mettre votre WhatsApp ainsi que votre site internet. Vous avez une page Instagram également? Tout à Totalement. fait. On a la page Instagram. Ok. Et puis avec le code MAX20, on vous fait une promo à 20% sur les honoraires. Sur la déclaration d'impôt? Yes. Magnifique. Ok, si vous aussi vous souhaitez démarrer dans ce domaine du conseil ou du courtage en assurance, toutes les infos sont dans la description. Messieurs, merci beaucoup. Parfait. Merci à toi. À très bientôt. Merci, Max, merci. Bon courage pour la suite. Merci.